Bonjour à tout le monde. On continue donc notre programme de matinale de la mode et aujourd'hui on est ravi d'accueillir Marc Boger. Marc, je te laisserai peut-être te présenter, mais pour ceux qui ne connaissent pas, Marc a de nombreuses casquettes, notamment rédacteur en chef des super magazines Society et l'Étiquette et chroniqueur sur TMC dans Quotidien et dans M, le magazine du Monde. Et en fait, enfin moi je trouve que Marc a un regard unique sur la mode et une vraie culture historique de la mode. Et du coup, on s'est dit qu'avec la Fédération des industries du vêtement masculin, c'était intéressant de t'accueillir pour nous parler de l'impact des crises sur la mode et la consommation de la mode. Donc voilà. Donc je vais te laisser la parole pour cette super présentation. Je précise juste que c'est enregistré. La vidéo sera disponible sur notre site internet dans la rubrique ressources. Et pour le confort de Marc, peut-être que vous pouvez couper vos micros si c'est pas encore fait. Et il y aura un temps de questions-réponses à la fin de la présentation. Voilà. Merci, Marc, c'est à toi. ouais, merci Mathias, j'espère que tout le monde m'entend bien. On t'entend Euh, très bien. Super. Bon, pour la présentation, tu l'as fait de façon parfaite, tu as tout dit. Je suis Donc, ravi. je ne veux pas en rajouter. En fait, l'idée de cette thématique, de la thématique de la conférence, je vais vous l'expliciter, mais elle vient de deux conversations que j'ai eues un peu coup sur coup avec deux copains de mon entourage avec qui on parle pas mal de fringues notamment. Et le premier m'a dit, avec le coronavirus, après la crise, j'ai peur de plus pouvoir porter mes montres. Parce que c'est quelqu'un qui a des montres, des belles montres, des montres qui se voient, enfin que les connaisseurs pourront reconnaître, des montres chères. Et donc, ça l'inquiétait de devoir basculer dans une forme d'austérité d'apparence. Il avait l'impression que la crise allait faire de lui, allait devoir faire de lui quelqu'un de plus discret. Et puis, juste après, j'ai eu une autre conversation avec un autre copain avec qui aussi je parle beaucoup de vêtements, puisque c'est une de mes grandes occupations, qui m'a dit un peu l'inverse, qui m'a dit quand ce sera fini, tout ça, j'aurais envie de flamboyance, plus de me lâcher, de faire des looks un peu forts, et d'assumer une forme de goût pour le vêtement dans une période difficile. Et du coup, ces deux réflexions un peu différentes, mais sur la même thématique, m'ont fait me demander, est-ce que les crises, ça impacte la façon dont on s'habille? C'est vraiment la façon dont on s'habille. C'est-à-dire que, est-ce que ça va impacter la consommation de fringues? C'est une évidence. Je pense que c'est une évidence pour tout le monde qu'en temps de crise, on dépense globalement moins qu'en temps de prospérité, pour la simple et bonne raison qu'on a moins d'argent. À mon avis, ça me semble être mathématique. Mais est-ce que le style, les vêtements qu'on choisit dans le placard qu'on a, est impacté par une crise? Est-ce que, par réaction à une période difficile, on a envie de couleurs, de fantaisie, de gaieté, d'opulence? Ou est-ce qu'au contraire, collant à l'époque, on bascule dans une forme d'austérité, de discrétion, de raideur, de sombre? Alors voilà, ça c'est plein de questions. Et d'ailleurs, tout au long de cette petite présentation, il y aura beaucoup de questions. Quelques réponses peut-être, mais surtout des questions, parce que c'est une matière comme ça un peu fragile, un peu dans l'air, quoi. C'est Coco Chanel qui disait que la mode est dans l'air. Effectivement, elle est dans l'air. Et comment on s'habille, c'est très intime, très émotionnel. Du coup, il n'y aura pas de règles du type après une crise financière, on s'habille en rouge, après une guerre, on s'habille en noir. Enfin, ça marche pas comme ça. Les généralités de ce genre, je ne pourrais pas en faire. Mais il y a quelques faits qu'on peut remarquer. Des généralités, il y en a qu'on tenté d'en faire en Angleterre, enfin, dans les pays anglo-saxons, il y a une espèce d'adage qui dit que plus les temps sont durs, plus les robes sont longues. C'est un dicton, une phrase qui est apparue dans les années 20 et qui sous-entend l'inverse, évidemment, que plus les temps sont agréables, plus les temps sont prospères, plus les robes sont courtes. Alors évidemment, c'est séduisant, surtout pour ce qui est des temps prospères. Mais quand on regarde un peu les faits, cette généralité-là, elle tient difficilement l'épreuve des faits dans les années 20. Dans les années 60, c'était des périodes un peu fastes économiquement, de développement, les 30 glorieuses, l'après-guerre, la Première Guerre. On voit qu'effectivement, les jupes, les effets de mode font que les jupes se raccourcissent.
Mais si on regarde vraiment dans le détail, on constate aussi que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les robes aussi sont très courtes pour des raisons de consommation de tissus. Donc c'est très dur de tirer des grandes conclusions globales, généralisées, parce que pour plein de raisons, parce qu'il y a plein de types de crises, parce que le monde est le monde et qu'il est différent en France, aux États-Unis, en Russie, en Asie. Les généralités très précises, je m'en méfie. Mais il y a quand même des trucs, des éléments isolés qui, mis les uns à côté des autres, me semblent assez intéressants. Alors, on va repartir un peu en arrière, ça va être la période un peu historique. Par exemple, en 1848, en France, il y a une révolution de février, et c'est un peu la fin de la monarchie de juillet. C'est une époque où, quand on entre dans cette période d'instabilité, on voit, il y a beaucoup de robes à crinoline. Vous voyez ce que c'est les robes qui sont très amples, très vastes, tenues par des arceaux en acier ou même en fanon de baleine. Et c'est somptueux, évidemment. Mais cette révolution, elle impacte cette tendance, elle la fait disparaître parce que les dames qui les portaient considèrent, enfin, réalisent que c'est pas le contexte, que c'est trop ostentatoire, que c'est à la fois dangereux, c'est à la fois s'exposer, c'est à la fois exposer une forme de richesse dans des temps instables. Du coup, ça marque un coup d'arrêt assez fort pour cette tendance de la robe à crinoline. Alors, voilà, et comme ça, des petits faits, des petits éléments comme ça, il y en a plein quand on regarde un peu en détail les cahiers de tendance qui à l'époque n'étaient pas faits par Nediroli, mais il y a des choses comme ça qu'on peut repérer. Par exemple, aux États-Unis, après le crack de 29, qui est un crack assez violent, déstabilisant pour le pays, on essaye le pays fait tout, les magasins, les entreprises, les boîtes font tout pour essayer de refaire consommer les gens. C'est évidemment l'élément phare d'une sortie de crise. Donc il y a l'émergence de designers. Alors ça concerne le vêtement, mais pas seulement. Il y a notamment Raymond Loewy. Et en fait, ce que ces designers-là font, ce que ces marques font, c'est de transformer des objets uniquement utilitaires en objets design, d'essayer de rendre beaux des objets qui jusque-là n'avaient fait l'objet d'aucun traitement esthétique. Alors ça concerne les vêtements un peu, ça concerne aussi la déco, l'électroménager, les trains aussi deviennent attrayants. Donc comme ça, c'est une façon de pousser les gens à reconsommer au-delà du simple renouvellement des pièces qui arrivent hors d'âge d'électroménager, par exemple. Il y a des frigos qui apparaissent, des très beaux frigos avec des formes arrondies. Pour la première fois, le frigo devient, par exemple, un objet d'intérêt esthétique, au-delà d'un simple objet fonctionnel. Et c'est comme ça que, bon an, mal an, même si c'est une période de crise et de récession, après le crack de 29, les gens quand même consomment. Les gens quand même achètent des objets. Et c'est comme ça que la machine repart assez vite aux États-Unis. Et puis, bon, si on déroule un peu le fil chronologique, évidemment, après, il y a la Deuxième Guerre mondiale. Alors, la Deuxième Guerre mondiale, c'est un terreau de tendances assez fort. Enfin, il s'y passe des choses pour la simple bonne raison que la guerre est mondiale et qu'elle est violente et qu'elle dure. De façon assez anecdotique, il y a ce costume qui, aux États-Unis, était à la mode au début de la Deuxième Guerre mondiale, qu'on appelle le Zoot Suit, qui est un costume d'origine chicano, un costume un peu de rébellion, un costume qui a la particularité d'être extrêmement large, d'être vraiment trop grand en vrai par rapport aux critères esthétiques contemporains actuels, qui fait au moins 2 tailles de trop et qui marque une rupture par rapport au costume du salaryman, le gris de travail des Américains. Donc ce costume-là, très caractéristique du début des années 40, il disparaît aux États-Unis parce qu'il est trop consommateur de tissu. C'est-à-dire qu'il disparaît, mais au-delà de disparaître de lui-même, il est interdit. Il est interdit par la loi, on ne peut plus porter de costume tout de suite dans la ville, en extérieur. Et parce que ça contribue à ce qu'on appelle l'effort de guerre, c'est-à-dire que toutes les usines sont dédiées à fabriquer des tissus, des toiles de parachute ou des vêtements de militaires. Enfin, tout est tourné vers le support à l'armée. Et évidemment, on ne peut pas justifier que des garçons, même élégants,
même précieux esthétiquement, puissent comme ça dilapider la matière première de toile de parachute juste pour faire des costumes. Donc ces zout de suite, ils s'arrêtent et globalement, on peut penser on peut dire qu'ils ne reviendront jamais par la suite. Donc ça, voilà, ça c'est l'élément un petit peu anecdotique pour ceux qui veulent regarder Zoot Suite sur Google Images, ZOOT. C'est assez intéressant l'histoire de ces costumes-là. Et puis il y a les tendances un peu plus larges, c'est-à-dire que la Deuxième Guerre mondiale, c'est surtout les hommes au front et les femmes derrière, en première ligne, mais derrière dans les usines. Donc on voit, il y a plein d'images de femmes dans les usines pendant la Seconde Guerre mondiale, aux États-Unis, en Angleterre aussi, et dans toutes les zones non occupées finalement, mais qui participent à la guerre. Et alors, c'est des images qui sont assez fortes. On voit des femmes habillées comme des hommes pour la plupart. Alors, elles ont des chemises aux manches retroussées, puis surtout, elles ont des pantalons. C'est un peu la première fois que les femmes, enfin, elles en portaient déjà, mais c'est vraiment à cette période que le pantalon rentre dans le vestiaire féminin pour des raisons pratiques, pour des raisons pratiques, pour des raisons symboliques aussi, période d'effort, période d'austérité. Effectivement, on se voit mal porter des robes ostentatoires, des robes élégantes dans une période où les hommes se font tuer au front. Donc voilà, donc la crise, ça impacte vraiment la façon dont on s'habille et ça l'impacte sur le coût. Pendant la guerre, les zout suite disparaissent. Pendant la guerre, les femmes portent des pantalons, mais c'est des trucs qui nous suivent après. Ça s'arrête pas une fois que la guerre reprend, la guerre s'arrête, pardon. Le zout suite réapparaît pas comme par magie et les femmes ne cessent pas de mettre des pantalons. Les choses restent. Il y a des acquis qui restent. C'est ça qui est assez intéressant. Mais après voilà, c'est comme je disais, c'est une matière fragile. Ça veut pas dire que les femmes ne portent que des pantalons dans la foulée de la Deuxième Guerre mondiale. Par exemple, en 1947, donc 2 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour ceux qui connaissent leur classique, Christian Dior, Monsieur Dior, propose le nouveau look. Ce qu'on a appelé comme ça. Il y a un défilé en 1947 qui est assez célèbre à ce niveau. Et lui, au contraire, crée quelque chose à rebours de l'austérité de l'époque. Le nouveau look, c'est des robes opulentes, c'est des robes très féminines, c'est des robes colorées, c'est des robes consommatrices en tissu. Donc on bascule dans les 30 glorieuses. Alors, c'est difficile à interpréter ces micro-faits. Moi, je me méfie toujours des grandes tendances ou du fait de dire un défilé est le reflet d'une époque, parce qu'un défilé, c'est ce qu'il y a dans le cerveau d'un homme, en l'occurrence, à un moment M. Mais quand même, c'est intéressant de se poser la question, est-ce que dans l'esprit de M. Dior, consciemment ou inconsciemment, créer ce qu'il crée à ce moment-là, créer le nouveau look, est-ce que c'est une revanche sur la guerre? Est-ce que c'est un pied de nez ou pas? Est-ce que c'est cérébralisé? Est-ce que c'est pensé? Ou est-ce que finalement c'est juste la mode qui reprend son cours après une pause? Parce que si on regarde dans le détail, Coco Chanel aussi proposait un peu ces lignes, ces traits, cette opulence avant la guerre. Parce que finalement, c'est pas juste Dior qui reprend, que la mode s'est arrêtée pendant 5 ans et que Dior reprend ensuite le cours normal des choses avec cette collection. C'est évidemment dur à dire, impossible à mettre en mots. Et je pense que même Christian Dior lui-même, peut-être, n'aurait pas la réponse. Parce qu'encore une fois, la mode, la création, elle est ce qu'on vit, ce qu'on mange, ce qu'on respire, mais pas forcément ce qu'on arrive à mettre en mots, quoi. J'ai bien autre chose qui m'a beaucoup amusé. Un peu plus tard, cette fois 2001, le 11 septembre, à New York, dans la foulée du 11 septembre, les ventes à New York, dans les magasins de luxe, explosent de chaussures. Explose, le mot est mal choisi, mais enfin, les ventes augmentent très fortement de chaussures à talons, enfin de chaussures plates en fait, de chaussures pour femmes sans talons. Les chaussures, la vente d'escarpins à talons hauts s'effondre et est remplacée par des talons très bas, des ballerines aussi.
des choses très plates. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une forme un peu symbolique et inconsciente d'imprégnation de l'époque? Est-ce que c'est on est en crise, on est en guerre, selon les mots de George W. Bush à l'époque, enfin George Bush Jr. à l'époque, et du coup j'ai besoin d'avoir les pieds sur terre, j'ai besoin d'être enraciné, j'ai besoin d'être safe, c'est plus l'heure de séduire ou de plaire? Ou est-ce que c'est un truc hyper pragmatique et très simple, qui est de dire, bah, s'il y a une explosion dans l'immeuble ou dans le quartier où je suis, j'ai besoin de courir. Et je sais, c'est impossible à dire. Enfin, la réponse, elle n'existe pas. Mais c'est peut-être un peu des deux, c'est peut-être un peu tout ça. En tout cas, c'est vrai que il y a des trucs il y a des trucs qui se passent dans les crises, après les crises, dans la façon dont on s'habille. Par exemple, là, sur la crise de 2008, on commence à avoir un petit peu de recul, là. Ça fait 10 ans. On a peut-être un peu oublié ce qui s'est passé en 2008, mais c'était une crise financière massive, un krach financier énorme. C'était notamment la faillite de Lehman Brothers, et puis la crise des emprunts aux États-Unis, avec beaucoup de familles qui se retrouvaient incapables de payer leur maison qu'elles avaient achetée, pour lesquelles elles s'étaient endettées, et qui, du coup, se retrouver à la rue avec des quartiers entiers désertés. Donc c'est une crise forte aux États-Unis, sensible aussi en France. Et là, ça fait 12 ans qu'elle est passée. Et est-ce qu'on peut essayer de réfléchir à comment ça a impacté la façon dont les hommes et les femmes se sont habillés après, et pendant combien de temps? Alors moi, j'ai essayé de regarder un peu. C'est marrant parce qu'il y a il y a des termes qu'on a oubliés, mais qui sont assez quand on nous les redit, on sait, ah ouais, ça existait ça. Il y avait notamment alors j'ai essayé de le dire sans bafouiller, la récessionista dress, donc la robe de la récession. C'était une formule de Anna Wintour, évidemment. Et à l'époque, je l'avais lu, ce truc. Enfin, ça m'a rappelé quelque chose quand je l'ai revu. Et puis, donc, dans l'article qu'elle écrivait, elle parlait de modèles de robes de chez Marc Jacobs. En fait, il y avait émergeait chez les créateurs, notamment les créateurs américains, des robes moins chères, des robes de créateurs, des robes quand même assez fortes esthétiquement, mais pas opulentes, avec de la création, mais une création sobre, un peu austère, et surtout avec des robes moins chères. C'est-à-dire que ouais, cette récessionista dress, elle a permis aux gens de continuer à consommer pendant cette période de crise de 2008 sans se ruiner. Peut-être de maintenir un lien entre le client et les maisons de mode, comme ça. Je ne sais pas si encore une fois, ça a été pensé par un marque, si c'est juste un hasard. En tout cas, les prix baissaient sur certains modèles de robes, même chez les maisons de luxe. Après, quand on regarde encore un peu cette période, donc grosso modo, la crise, elle est très forte entre 2008 et 2010, et elle continue à laisser des traces pendant encore 2-3 ans, notamment aux États-Unis, avant que ça reparte un peu. Il y a quand même une disparition des logos pendant toute cette période. Alors malheureusement, c'est revenu, mais pendant cette période, il y a quand même un essoufflement du logo voyant, de l'ostentation par le logo. Ça disparaît pour des raisons qu'on peut lier sans doute à une volonté de sobriété, de dissimuler une forme de richesse, et en tout cas ne pas l'afficher. Et puis, il y a un truc qui me paraît peut-être encore plus profond sur ces périodes, et qui va nous amener après sur ce qu'on vit maintenant, je pense, c'est l'assouplissement des lignes. L'assouplissement des lignes des robes, des tailleurs, des vêtements aussi pour. C'est très prégnant chez les femmes, un peu chez les hommes, mais beaucoup chez les femmes. C'est-à-dire que les épaules s'arrondissent, les tailles se libèrent un peu. Le vêtement armure, le vêtement serré, le vêtement très strict, très dessiné, s'arrondit un peu. Il devient plus confortable, il devient plus souple, plus tolérant aussi au corps. Et je crois que ça, c'est un truc qui me semble être. Si en regardant, on me demandait quelque chose, une chose
qui finalement serait quand même le point commun de tous ces après-crises. Je dirais, avec prudence, mais quand même, je dirais que c'est quand même Est-ce que la personne qui vient d'arriver peut couper son micro, s'il vous plaît? Merci. Pardon, Marc. Oh, pas de souci, pas de souci. Non, je dirais ça, si on me demandait vraiment le truc qui relie un peu les après-crises en termes de vêtements, je dirais que c'est quand même un peu ça. Sur une période courte, sur une période, mais de façon assez prégnante, une recherche de confort, une recherche de souplesse, une recherche de ne pas devoir faire l'effort de s'habiller. Alors ça ne veut pas dire être très négligé, hein. On va y venir d'ailleurs, mais ça veut dire que le vêtement accompagne. On n'est pas contre le vêtement, le corps ne subit pas le vêtement. Et ça me semble assez important. Alors évidemment, la crise de 2008, elle est loin, et puis depuis le temps, le cours de la mode a repris finalement. Ghesquière a fait ce qu'il fait. Les femmes sont dans des armures, et c'est par ailleurs c'est très joli. Mais voilà, je note ça, ce truc, cette recherche quand même de souplesse, de, de confort. Le confort physique, c'est souvent un confort moral, évidemment. Donc je pense que c'est pas idiot de réfléchir à ça. Je sais pas si parmi les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui sont amenés à dessiner des collections ou à vendre des collections, à vendre des collections pour plus tard, pour les 2 ans à venir. Je réfléchis à ça, moi, si je devais faire ça. Enfin, c'est très modeste, mais je trouve ça intéressant. Évidemment, la question que les gens se posent, c'est maintenant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on est maintenant? Et comment ça va impacter la façon dont on s'habille? Alors, c'est compliqué, mais on peut y réfléchir. C'est une crise insolite, un peu vertigineuse, nouvelle, parce elle est sanitaire, évidemment. Elle est sociale, elle est économique déjà, et puis elle est sociétale, quoi. Enfin, elle est globale, c'est-à-dire que j'entends beaucoup de gens remettre en cause le modèle dans lequel on vit. D'ailleurs, je fais un aparté, et je pense que c'est important de nuancer le discours qu'on entend beaucoup, qui est de dire il faut ralentir la façon de consommer, il faut ralentir la façon dont on vit, là, il faut ralentir la mode, il faut ralentir tout ça. Évidemment que oui, mais la crise qu'on vit, à mon sens, n'est pas seulement une crise de trop de richesse. C'est aussi une crise, c'est une crise qui naît d'une pratique ancestrale de gens pauvres en Chine, et c'est une crise qui impacte très fort des gens qui n'ont pas les problèmes qu'on a de trop consommer. Il y a beaucoup de gens qui sont frappés par cette crise et qui malheureusement n'ont pas un problème de trop consommer, mais encore un problème de pas assez consommer. C'est une crise, voilà, il ne faut pas qu'on soit enfermé dans ce réflexe de bobo dans lequel je m'inclus, je suis évidemment là-dedans. Et mon premier réflexe à moi aussi, ça a été de me dire, je vais moins acheter, je vais prendre du vélo, je vais faire du vélo au lieu de faire le Uber. Certes, on peut faire ça, il faut le faire, mais ne pas oublier que les gens qui sont victimes de cette crise-là sont d'abord des gens qui n'ont pas eu accès au Uber, qui n'ont pas eu accès à la consommation et qui prétendent encore la l'être. C'est encore une crise de la pauvreté, pas une crise de la richesse pour moi. Je tenais à dire, c'est pas vraiment le sujet, mais enfin, quand même, ça peut un peu, c'est un élément, je pense, intéressant. Donc cette crise, elle est vertigineuse. Et est-ce que, de façon plus modeste et terre à terre comme question, est-ce qu'elle va impacter la façon dont on s'habille? Et si oui, comment? Alors moi, c'est marrant, en parlant avec Mathias et puis en parlant aussi avec mes copains et tout, il y a peut-être une intuition, c'est que cette période qu'on vit chez nous, de quarantaine, ces quelques mois, ces 2 mois, pour ainsi dire, soit elle-même génératrice de tendance. C'est-à-dire qu'en période de crise financière, les gens sortent, les gens vont dans la rue, les gens qui ont un travail continuent à aller travailler, mais on va dehors. En période de guerre aussi, on va dehors, même si c'est parfois compliqué. La guerre, c'est pas des combats au coin de la rue en permanence. Du coup, on sort. Là, on est dans une période un peu
inédite où on sort peu de chez soi, où on sort quasiment pas de chez soi. Et on peut passer des jours entiers sans sortir de chez soi. Et ça impacte la façon dont on s'habille. Il n'y a qu'à regarder Instagram. J'allais dire, ça impacte la façon dont on s'habille mal. C'est un peu schématique, mais on s'habille autrement. On s'habille en pyjama, on s'habille en jogging. Je sais que Mathias porte des Birkenstock, moi aussi. On en porte tous, pour ainsi dire. L'autre jour, on a fait une série de photos sur l'Instagram de l'étiquette. On a demandé à 50 copains à nous de nous envoyer une photo de leur look de confinement. Et sur les 50 photos, je crois qu'il y avait 14 paires de Birkenstock, et parmi elles, 12 paires du modèle Boston de chez Birkenstock, qui est un modèle sabot, donc qui est à la fois confortable, c'est la caractéristique des Birkenstock, évidemment, mais qui est aussi qui couvre leur taille, donc qui est chaud en même temps. Donc il fait beau en ce moment, mais il a fait un peu plus frais les dernières semaines. Donc il y a un souci comme ça, il y a un vrai souci quand on est chez soi, il y a un vrai truc qui se passe, c'est qu'on s'habille autrement que quand on sort dehors et qu'on s'habille confort. Ça s'appelle le homeware et c'est pas nouveau, mais moi je m'interroge sur le fait de savoir si le homeware va pas devenir le normalware. Depuis le début du confinement, j'ai acheté 2 pyjamas. Bon, et les ventes, c'est anecdotique, mais j'ai vu que les ventes, les plusieurs sites de vente en ligne annonçaient une forte augmentation sur les ventes de jogging et de vêtements d'intérieur. Alors, est-ce qu'on va être attaché à ce confort? Est-ce qu'on va réussir à lâcher nos Birkenstock pour enfiler des chaussures en cuir un peu raide, un peu rigide, un peu austère? C'est un peu tôt pour le dire, mais je vois que ça va dépendre de la façon dont dont on sort de cette crise. Est-ce que c'est un peu lié, mais est-ce que le homeware va dépendre du télétravail, assez clairement. Est-ce que on va revenir en arrière sur le télétravail? Est-ce que, au contraire, le télétravail va devenir la norme? Parce que pendant encore 6 mois, on va nous conseiller de rester à la maison et puis on va constater que les choses peuvent avancer quand même dans certains métiers qui sont les métiers du tertiaire globalement. Est-ce que la démonstration ne va pas être faite qu'on est mieux à travailler chez soi? Je pense que si c'est le cas, et ça ne me semble pas exclu que ce soit le cas, évidemment que la consommation, la façon dont on s'habille va s'en trouver impacté. Et puis il y a autre chose, il y a les achats à distance. Est-ce qu'on achète les mêmes choses à distance que quand on est en magasin? Il faudrait regarder, sans doute que des gens qui nous écoutent auront le chiffre. Moi, j'aurais tendance à penser qu'à distance, on joue plus safe. On prend des vêtements dont on reste un peu dans la zone de confort en termes de marque, de coupe, de taille, de prix, parce que c'est pénible de renvoyer, parce que on craque pas en ligne comme on craque en physique en essayant un manteau et qu'on le trouve sublime. Essayer des choses nous fait créer des envies qu'on n'avait pas forcément à l'esprit. En revanche, j'ai l'impression qu'en ligne, on achète nos basiques, on achète les choses qu'on connaît, on achète les tailles qu'on maîtrise, on achète chez les marques qu'on a pu tester. Donc voilà, est-ce que ça va, comment ça va se passer, comment ce télétravail, comment ce téléachat, enfin cette consommation à distance va impacter la façon dont on s'habille? C'est intéressant. En fait, on a encore 2 semaines pour trouver notre look du 11 mai. Évidemment crucial dans dans notre vie future. Il y a une seule chose, bon, j'ai posé plein de questions, mais il y a une seule chose qui me paraît évidente, c'est qu'on va devoir apprendre à sortir ses masques avec ses habits, et choisir le bon masque qu'on trouve élégant pour sortir dehors. Voilà, ça me paraît être la seule certitude dans une période pleine de questions. Voilà. À dire. Merci Marc. Merci Marc pour toutes ces questions que tu soulèves. Ouais.
Il y a peut-être des questions. Il y en a qui sont tombées à l'écrit que je peux déjà te donner. Je ne sais pas si d'autres personnes veulent poser les questions entre-temps. Alors je te lis celles qui sont tombées. Il y a une première question qui est tombée par rapport au défilé. Saint-Laurent a annoncé hier qu'il laissait tomber le rythme classique des défilés, etc. Est-ce que toi, en tant que pro de la mode, c'est quelque chose qui, tu penses, qui va perturber l'industrie? Est-ce que tu as une vision par rapport à ça? Ouais, je pense qu'évidemment, ça va perturber l'industrie. Évidemment, il faut se méfier des effets d'annonce. Est-ce que annoncer qu'on ne défilera plus, c'est affirmer qu'on va faire qu'on va faire moins de com, qu'on va moins montrer, qu'on va moins être dépensier de la façon de vendre ses vêtements? Je sais pas, c'est à voir. Mais effectivement, ouais, ça va avoir un impact assez dingue. Moi, l'autre jour, parce que les défilés, c'est des gens qui viennent, c'est des articles, c'est des acheteurs, c'est des live streams, mais c'est aussi beaucoup un terrain de jeu pour la fast fashion. Ça veut dire que si les défilés ne prennent plus la forme qu'ils prennent, si par exemple Saint-Laurent monte ses collections et assure la livraison en boutique le lendemain, ce qui pourrait être une idée qui a déjà commencé à émerger, mais vers laquelle on pourrait aller. Où va se situer la fast fashion? Comment ils vont faire pour copier plus vite que les marques de luxe? Du coup, ça va être compliqué. On va se retrouver cette saison dans une situation un peu folle où finalement les marques ont défilé en début d'année. Les acteurs de la fast fashion les plus rapides ont vu les défilés et ont eu le temps de les copier et de produire des vêtements qui sont en magasin actuellement ou qui l'ont été juste avant le confinement ou qui le seront encore après. Et alors que les acteurs du luxe eux-mêmes ne vont sans doute pas produire les collections originales ou pour beaucoup vont diminuer la production pour renoncer à des modèles. Donc on va avoir en magasin de fast fashion des copies de fringues de luxe qui n'existeront pas dans les magasins de luxe. C'est vrai. Non, c'est vrai. On parlait hier avec Bastien Daguzan de Paco Rabanne et qui nous parlait justement de tout le travail qu'ils font chez Paco sur créer une permanence, créer moins de références avec plus de profondeur, ce qui est assez intéressant dans cette dynamique, quoi. D'ailleurs, je pense que cette espèce de revaloriser le fond de dressing, de revaloriser les intemporels, c'est ce vers quoi on doit naturellement aller. Moi, j'ai une obsession qui est, en fait, la mode l'enjeu tous les 6 mois en boutique, c'est assez incroyable. Une industrie dans laquelle on brûle tous les 6 mois ce qu'on a fait avant. Enfin, c'est à mon sens un peu assez unique. Et je pense que c'est l'endroit de réflexion majeur. Est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce que la mode peut vivre autrement qu'en ramenant les gens en boutique tous les 6 mois? Ce que je dis, c'est évidemment d'une banalité extrême, mais est-ce qu'il ne faudrait pas remettre la qualité, ce mot qualité, au centre de tous les enjeux, de tout ce qu'on fait dans la mode, mais ailleurs? Pour moi, on a beaucoup renoncé à la qualité au profit de la quantité, au profit de la masse, et je pense que les choses bien faites nous manquent et et qu'on devrait revenir à des choses toutes simples mais bien faites. Mais je me rends compte que la mode, moi je suis très mauvais financier, hein. C'est-à-dire que diriger un groupe de mode, j'en serais bien incapable pour la simple raison que ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment les sous, mais je préfère la culture et le vêtement. Et c'est justement une question que je vais grouper plusieurs questions qui sont tombées sur le même thème. C'est justement, on parlait de la valeur du vêtement et du beau vêtement et de la qualité du vêtement. Est-ce que justement les crises les plus récentes, tu vois, je pense aux États-Unis par exemple, ont montré qu'il y avait un intérêt pour une production plus locale ou plus responsable? La sensibilité autour de ça, elle est assez récente, hein, parce que je crois que jusqu'à il y a quand même 5-6 ans, je dirais ça,
on était moins sensibilisés à ces questions-là. Alors évidemment, il y avait des gens un peu en avance sur ces thématiques-là et qui naturellement et fort heureusement pointaient déjà du doigt les problèmes. Mais je me souviens de campagnes sur les ateliers de fabrication, notamment de Nike en Asie, dans des coins comme ça. Mais à l'époque, on axait beaucoup ça sur le fait de le travail des enfants, beaucoup moins que sur le fait que c'était polluant, que c'était nocif à grande échelle pour la planète. Donc, à mon sens, là, c'est cette prise de conscience qui est encore une fois une prise de conscience des grandes villes, des gens éduqués, des gens comme nous, j'allais dire, d'une certaine façon, elle est quand même assez récente. Et je pense pas que on l'ait vu dans les crises précédentes. J'espère surtout que, enfin, faut espérer, mais c'est un des enjeux, quoi, que la crise financière ne va pas nous faire revenir en arrière sur ces questions-là, quoi. Que pour relancer la machine économique, on ne sacrifie pas le début de travail qu'on avait fait sur la conscience écolo. Là, je vois, il y a des aides qui sont fournies à des entreprises aéronautiques sans conditions écologiques. Je trouve ça un peu dommage, forcément, que pour sauver des emplois, on sacrifie les quelques efforts qu'on avait faits sur la cause écologique. Mais enfin, pas non plus, je suis ni président d'LVMH ni président de la France. Pour la France. Voilà quoi. Et on va poser une dernière question. Après, on te libère. Que penses-tu de l'achat citoyen, justement associé à une cause, pour donner du sens au shopping? Alors ça, c'est beaucoup fait pendant la crise. Il y a eu les extrêmes de marques qui offraient des masques pour l'achat d'une paire de lunettes, par exemple. Moi, j'ai vu ça en début de crise et j'avais trouvé ça un peu provoque. Mais il y a eu aussi de très belles initiatives. Il y a Études qui s'associent avec des photographes, etc. Donc, est-ce que ça, c'est aussi quelque chose qui va donner du sens à la mode? Évidemment que oui. Évidemment que oui. Et évidemment, tout ce qui. En fait, le problème, enfin, à mon sens, mais le problème, on dit que enfin, j'allais dire le problème de la mode, mais le problème de la mode, c'est relatif. C'est une industrie qui cartonne, mais bon. Et c'est le but d'une industrie, c'est de faire de l'argent, donc on va pas se leurrer. Mais quand même, à mon sens, ce qui manque, c'est cette espèce d'impression que la mode est dans le monde. C'est Coco Chanel qui disait que la mode, c'était dans l'air. Je trouve qu'on a un peu perdu ça ces derniers temps en créant une espèce de bulle dans laquelle dans laquelle tout le monde veut rentrer, dans laquelle tout le monde prétend rentrer, dans laquelle on laisse des petits espaces pour le grand public. On permet maintenant au grand public d'assister à des défilés par Internet. On donne une part du gâteau à la plèbe. C'est pas mes mots, mais enfin, c'est pas comme ça que je le ressens, mais je schématise un peu. C'est factice. La mode, elle a du sens quand elle n'est pas qu'un objet de production industrielle et un vecteur de consommation. Elle a du sens quand elle est politique, quand elle est sociétale, quand elle est solidaire, quand elle aide. Je trouve qu'il y a des marques qui font ça très bien, qu'on connaît tous, de Veja à plein d'autres, mais ouais, ça me paraît crucial. Et ça me paraît crucial que les médias de mode reviennent dans la vie, que les créateurs de mode aient des discours politiques, que les petites marques aient aussi des engagements. Ça me paraît vraiment absolument fondamental et salutaire pour l'avenir. J'ai ma petite fille qui est... Salut. Salut. Et ouais, je pense qu'effectivement, évidemment, enfin, ces initiatives me paraissent salutaires et louables, bien sûr. Voilà, quand c'est pas de l'opération de brainwashing. Ouais, évidemment, j'ose espérer que ce n'est pas le cas dans les circonstances actuelles. On va l'espérer, effectivement. Merci beaucoup, Marc. Merci. C'était intéressant. Merci, Marc. C'était très enrichissant, très intéressant. Donc, si vous voulez la voir ou la faire circuler, elle est sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas
à la partager. Et deux infos pour l'actualité de la fédération à venir. Demain, on fait un petit aparté sur Telegram avec Nicolas Parpex de la BPI. Donc, on peut lui poser toutes les questions vous pouvez lui poser toutes les questions. Et jeudi, on fait un point beaucoup plus commercial avec 3 bureaux d'achat, États-Unis, Japon et Chine, qui vont nous faire un point sur les marchés de l'habillement dans leur pays. Voilà. À très bientôt. Merci encore, Marc. Merci, Marc. Toi bien. Merci, Marc. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir.